L'objectif, donc je présente très rapidement un petit peu l'objectif, le concept de manière générale de l'émission, et puis et après ensuite ce qu'on va faire dans cette émission en particulier. Donc très rapidement, donc le concept de building public, c'est un concept assez connu dans le monde du développement, dans le monde aussi du no-code. Donc building public, c'est vraiment voilà, tout simplement comme ça se prononce, c'est construire en public. Ça veut dire quand on construit des choses, au lieu d'être tout seul et le faire dans son coin, maintenant on va partager, on va montrer comment on construit les choses. Et puis ça permet d'avoir des feedbacks, ça permet d'inspirer les gens à faire des choses, ça permet de vous donner des idées, et moi aussi peut-être d'avoir des idées, etc. Et donc c'est quelque chose qui est très positif. Donc voilà. Donc l'idée de cette émission, c'est à chaque fois, chaque mois, donc ce sera une fois par mois, de construire des solutions publiques, des solutions de no-code, évidemment avec Airtable. Airtable qui est évidemment ma spécialité et mon travail. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Je m'appelle Noam, je suis consultant Airtable depuis quelques années et je suis également formateur. Donc, je forme également des gens à utiliser, à connaître Airtable et à créer des applications sur Airtable. Et voilà. Donc, l'objectif de cette première émission, c'est on va essayer de prendre un premier exemple simple. On va construire l'outil classique, c'est le CRM. Donc vraiment, c'est la chose qu'on a vraiment besoin le plus, un CRM, donc un outil qu'on va construire ensemble avec Airtable. Mais l'idée, c'est qu'on se concentre, qu'on mette vraiment l'accent sur vraiment la conception et l'architecture de la base, plutôt que dans la pure construction. D'accord? Puisque la construction, je suppose que les gens qui sont là savent comment construire des bases, comment construire des tables, comment construire des champs. On va dire que c'est la partie un peu facile. La partie un peu plus difficile sur Airtable, c'est de savoir comment on doit concevoir la base, et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent. D'accord? Donc voilà l'objectif, voilà pour la petite intro. Sans perdre une minute de plus, je vous partage mon écran et je vais vous montrer donc le petit brief, le petit sujet, et on va construire la chose ensemble. Alors, je rajoute à la diffusion, j'espère que ça se passe bien. Ok, c'est bon, c'est parfait, tout le monde voit mon écran, ça m'a l'air bon. Alors, on va ici essayer de construire quelque chose de très simple, d'accord? L'idée, c'est pas de construire quelque chose de compliqué, c'est plutôt de partir d'un exemple simple pour essayer de partager une réflexion de comment on va approcher les demandes, comment on va solutionner ça en termes de structure Airtable, et quelles sont les différentes manières. Voilà, donc explorer ensemble différentes manières de construire une solution Airtable, et surtout, peut-être aussi enseigner peut-être une petite méthodologie, en tout cas que j'utilise depuis quelques années et que aussi un petit peu j'enseigne, pour construire une base Airtable. D'accord? Bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, donc l'exemple que je vais prendre, c'est que vous voyez à l'écran. Donc, on va prendre l'exemple d'une agence qui va faire du service, de manière générale, qui va par exemple construire des sites internet, construire des solutions no-code. Donc, une agence, d'accord? Une agence qui a besoin d'un CRM pour gérer typiquement son activité commerciale, pour gérer ses clients, gérer ses contacts, ses factures. Donc, vraiment son activité au jour le jour. On va partir du principe que l'agence travaille principalement avec des professionnels, mais elle peut occasionnellement travailler avec des particuliers. Donc, il faut que la structure du CRM puisse être capable de gérer les deux cas de figure. C'est là que ça va être un peu intéressant. Et donc, l'agence, elle souhaite construire donc un tableau de bord avec une synthèse des ventes d'opportunités, une liste des ventes avec les revenus par mois et un outil de suivi des actions commerciales. Donc, vraiment l'essentiel de ce qu'une agence... Quand je dis une agence, ça peut être aussi un freelance. Donc, s'il y a des freelances parmi vous, ça peut aussi vous parler. L'essentiel de ce qu'un freelance et une agence a besoin. D'accord? Alors, comment on va... alors, comment dans ces cas-là attaquer quand on commence une base Airtable, quand je parle d'une base Airtable qui va devenir ensuite une véritable application pour notre activité, évidemment. Quand on utilise Airtable comme un simple Excel, il n'y a pas besoin de conception. Là, par contre, quand on va créer une solution comme ça, on a besoin de passer par une phase de conception avant de directement attaquer, construire les tables. D'accord? Alors moi, dans ces cas-là, j'utilise un outil de diagramme, celui que j'aime bien, qui s'appelle Miro.
D'accord, mais il y en a d'autres qui vous permettent de faire ça. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser Miro pour faire quoi? Ben, pour tout simplement créer ce qu'on appelle un diagramme des entités relations. Donc, en anglais, c'est Entity Relationship Diagram. On appelle ça le ERD. Donc, le ERD, c'est quoi? C'est tout simplement un diagramme, un schéma de la structure de ma base. D'accord? Donc, je vais commencer à le faire, on va le faire ensemble. Et évidemment, n'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai de lire en même temps et de vous répondre. D'accord? Alors, on va commencer par déjà, donc l'idée c'est d'aller vers le brief et essayer de réfléchir à ce qu'on a besoin et ensuite commencer à designer les tables. Donc, la première chose qu'on va avoir besoin d'après la lecture de ce brief, c'est tout d'abord une table de client. D'accord? Donc, on va créer une première table de clients. Alors, ça, c'est évident, puisque là, je travaille avec des clients, donc on est obligé on peut avoir des clients. D'accord? Donc, chaque rectangle représente une table. D'accord? Ensuite, si on revient, donc on a les clients, c'est bon, on a créé une table pour les clients. Euh, euh, Ensuite, on parle de l'activité commerciale. C'est quoi l'activité commerciale? C'est les ventes. D'accord? C'est les ventes, mais pas nécessairement les ventes, mais les ventes et aussi les opportunités de vente. D'accord? Donc, comment on va décider de faire ça? Alors moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une table vente. D'accord? D'accord. Et on verra plus tard si on a besoin d'une autre table ou pas. Ensuite, je reviens, je vois qu'on va gérer des contacts. Donc, contact, c'est aussi une entité. Donc, une entité égale une table. Donc, je rajoute également une entité appelée contact. Et ensuite, elle aimerait bien aussi également centraliser au même endroit ses factures. D'accord? On va mettre facture. OK. OK. Bon, alors, pour l'instant, on va s'arrêter là sur le niveau des tables. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on aura besoin, mais pour l'instant, on va essayer de s'arrêter là pour l'instant, au niveau des tables. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut faire, maintenant qu'on a des tables, c'est définir la relation entre les différentes entités. Et donc, entre les entités, donc entre les différentes tables. D'accord? Alors, c'est quoi les différentes relations? Il y a généralement 3 types de relations. On ne va pas rentrer plus dans les théories, mais en gros, on a globalement 3 types de relations. On a one to many, one to one ou many to many. Donc, ça veut dire quoi? One to one, ça veut dire que, on va prendre l'exemple de client et vente. Donc, un client, quelle est la relation entre les clients et les ventes? Donc, un client, est-ce qu'un client peut avoir plusieurs ventes, peut faire plusieurs ventes? Oui, d'accord. Donc c'est one to many. Maintenant, dans l'autre sens, est-ce que la même vente peut être passée par plusieurs clients? En gros, une vente, est-ce que je peux faire une vente entre guillemets groupée? Alors, il y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse dans le design, dans la conception. C'est en fonction de la nature de l'activité du client et de ses process. Donc là, dans notre cas, généralement, non. On va faire une vente pour un client en particulier. Donc ça veut dire que la relation entre les deux, elle est de one to many. Et comment on va la représenter avec ce schéma-là, avec cette petite flèche-là, qui est one to many, ça veut dire, ici, ça veut dire 1, et là, on a une branche à 3 traits, donc ça veut dire one to many. Donc, un client peut passer plusieurs ventes, une vente peut être passée par un seul client. D'accord? Et ça, c'est important. C'est vraiment ça, la structure de la donnée. C'est ça qui va nous permettre de ne pas avoir de problème de données à l'intérieur de notre base. D'accord? Ensuite, on va s'occuper de facture. Donc, facture, comment facture est rattachée? Donc, généralement, une vente va avoir une, on va dire, ou plusieurs factures. D'accord? Donc, une vente peut avoir une ou plusieurs factures. Par exemple, on peut dire qu'on va faire 2 factures pour la même vente. Par exemple, je vais faire une prestation, je vais faire une facture d'acompte, une facture de solde, par exemple. Donc, je vais avoir 2 factures pour la même vente. Mais est-ce que je peux avoir une seule facture pour plusieurs ventes? Alors, c'est pas impossible de le faire, d'accord? D'avoir une facture pour plusieurs ventes, mais on va partir du principe que, typiquement, dans une agence, on va pas faire une facture pour plusieurs ventes. On va faire une facture par vente. Et aussi,
d'un point de vue de simplicité. D'accord? On va essayer de simplifier au maximum notre structure et on va partir du principe que une facture va se faire que pour une seule vente. C'est ça l'idée aussi de faire en sorte que des fois, il faut aussi adapter ces process pour que le système d'information soit le plus simple possible. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ce sera donc un one-to-many au niveau de la vente et des factures. Et ensuite, on a les contacts. D'accord? Donc, les contacts, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contacts, on va les rattacher au client. Donc, un client, on va rattacher typiquement potentiellement plusieurs contacts au client. D'accord? Mais on y reviendra. D'accord? Donc, on a les clients, on a les ventes, on a les factures. Donc, voilà une première version de notre design. D'accord? C'est pas très important que je les ai mis en haut ou en bas. Hein, ça vient comme ça. C'est pas très important comment on peut aligner les carrés. C'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'on ait le nombre d'entités et les bonnes relations, mais évidemment qu'on pourra faire évoluer par la suite. D'accord? Alors, est-ce que peut-être, alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas ici à m'écrire si vous avez des questions par rapport à ça, mais je pense que pour l'instant, c'est simple. D'accord? Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions. Et si tout est OK, je veux bien que vous mettiez un petit OK, tout va bien, on suit, comme ça, j'ai l'impression que vous êtes encore là avec moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire OK, tout va bien, je comprends. OK, donc, on va passer donc à la suite du brief. Super, j'ai reçu un OK, merci Jérôme. Alors, donc là, alors on a fait les 4, on va dire les 4 tables principales. Et maintenant, on va commencer à voir on va rentrer un petit peu dans les finesses. D'accord? Donc l'agence travaille principalement avec des professionnels, d'accord? Mais peut occasionnellement travailler avec des particuliers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille avec des professionnels, si moi, par exemple, je suis une agence, je crée des sites internet, je vais travailler typiquement avec des clients, d'accord? De différents types, d'accord? Donc quand ça va être un professionnel, je vais probablement avoir besoin de renseigner les infos de l'entreprise, d'accord? Pour ensuite établir la facture, d'accord? Heu, donc a priori, si on avait dit que l'entreprise travaille uniquement avec du B2B, donc qu'avec l'entreprise, à ce moment-là, la table client aurait suffi. Parce qu'en fait, la table client aurait inclus les attributs de l'entreprise. Par exemple, on va dire, adresse de facturation, code sirène, adresse, et cetera. Donc ça aurait pu la table client aurait suffi. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on a les 2 types de clients, heu, la recommandation généralement, et c'est là qu'amène un peu l'expérience et pas nécessairement la bonne réponse, mais je préférerais faire une table entreprise. D'accord? Voilà. Donc, table entreprise dans laquelle je vais mettre les infos pures de l'entreprise et je vais créer une relation avec entreprise et client. D'accord? Donc, quelle est la relation entre entreprise, et client? D'accord? Donc, de mon point de vue, encore une fois, c'est là, on arrive un petit peu dans le subjectif et dans l'expérience, mais pas nécessairement dans la mauvaise réponse. Moi, j'aurais tendance à mettre une relation entre, one to many entre l'entreprise et le client. Pourquoi? D'accord? Heu, on va partir du principe qu'un client ne peut être qu'une seule entreprise. On va pas travailler avec un client qui travaille pour 2 entreprises différentes. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est sûr et certain que c'est many to one. Et donc pourquoi ici je vais mettre entreprise, qu'une entreprise peut être associée à plusieurs clients? Là, par contre, c'est un cas de figure plausible. Imaginez que dans un cas que, je dis «je» parce que moi aussi je suis une agence également et je travaille avec des clients, mais j'ai un cas de figure, par exemple, où je travaille avec une très grande entreprise et dans notre entreprise, je travaille avec des 2 départements différents de la même entreprise. Donc au final, ça va être à la fin la même facture, mais pour moi, c'est 2 clients différents parce que chacun va venir avec ses demandes, chacun va venir, avec ses contacts, et ça va être des projets différents au sein de la même entreprise. Donc c'est plausible qu'on ait une situation dans laquelle on est, plusieurs clients pour la même entreprise. D'accord? Donc, voilà, maintenant, dans le cas où le client n'est pas une entreprise, mais est un particulier, et ben, dans ce cas-là, le client sera représenté, entre guillemets, par un contact, tout simplement. Donc c'est une personne qui va représenter le client. Mais
c'est intéressant d'avoir une table client, justement, et avoir entreprise et contact. Pourquoi? Parce que si votre business model évolue, que demain, vous faites du particulier, mais demain, vous passez à travailler avec des pros ou inversement, que travailler avec des professionnels et vous passez demain à travailler avec des particuliers, votre structure de données n'a pas besoin d'être modifiée dans son essence. Donc, elle supporte tous les cas de figure. D'accord? Donc, voilà pourquoi ce modèle-là fonctionne bien. D'accord? On va finir un tout petit peu encore sur le design et après, on va essayer de construire, en tout cas peut-être construire, non, on va vous montrer, parce qu'un peu j'ai construit en amont pour pas vous embêter à construire les tables et les champs. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment j'y suis arrivé. Donc, pour finir avec le design, donc on a donc facture, vente, client, contact, entreprise. Il y a un dernier événement, il y a un dernier élément du brief. Le tableau de bord, bon ça on va le voir comment on le construit très simplement. Une liste des ventes avec le revenu par mois. Donc là, on va avoir une réflexion aussi par mois. Et un outil de suivi des actions commerciales. Donc, c'est quoi les actions commerciales? C'est en gros comment je fais avancer les ventes, comment je fais avancer mon activité commerciale. Alors, juste avant de passer à la base Airtable, je précise que ici, quand on parle de vente, je vais inclure ce que j'appelle les opportunités. Donc, quand je dis une vente, j'inclus la possibilité que ce soit une vente qui ne soit pas encore faite. Donc, en fait, ça ne s'appelle pas une vente, mais je vais préférer de la laisser dans la même table. D'accord? Donc, une opportunité ça va être tout simplement un type de vente, d'accord? Qui tout simplement n'est pas encore conclu. D'accord? Et pareil, pour les clients, dans la table client, je vais également inclure les prospects. Donc, les clients qui ne sont pas encore mes clients, ça veut dire avec qui je n'ai pas encore conclu de vente. Mais je vais faire le choix de les mettre dans la même table. D'accord? Le principe, de manière générale, que je recommande, c'est de toujours essayer de limiter au minimum le nombre de tables dans une base. Pourquoi? Parce que quand vous rajoutez des tables, vous rajoutez de la complexité. Donc, s'il n'y a pas de justification métier, process, de séparer des tables, de créer plusieurs tables, essayez toujours d'unifier, de mettre le minimum de tables jusqu'où vous pouvez. Voilà. OK? Il y a une dernière table que j'ai envie de vous montrer, mais on va pas tout de suite vous la montrer. Je veux d'abord vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce schéma-là et à quoi ressemble la base. D'accord? Si vous avez des questions, c'est le moment, je peux y répondre au niveau du design. Sinon, et que tout est OK, n'hésitez pas à me mettre un petit OK. Lâchez votre fourchette et votre couteau, mettez OK et revenez sur votre. Voilà. OK, alors je vais vous montrer un petit peu à quoi la base ressemble. D'accord? Donc là, évidemment, je vous ai économisé la construction de la table. C'est pas ça le plus intéressant. Donc là, j'ai créé une table avec un petit peu de la fake data pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, comment j'ai construit cette base? Donc, on va commencer par ici. Donc, j'ai une vue qui s'appelle flat. Donc là, on va avoir toutes les ventes. D'accord? Et pour chaque vente, j'ai rattaché la vente à un client, donc comme mon design. Donc, la vente est rattachée à un client. Donc, c'est un many to one. D'accord? Donc, comme la vente elle peut rattacher qu'à un seul client, regardez ici, quand je fais edit, le Hello Liquid to Multiple Record n'est pas coché. Donc, ça veut dire que je peux rattacher par un seul client. Si vous vous demandiez, oh, à quoi ça sert ce truc-là? C'est exactement ça. C'est une manière de définir la structure, la relation entre les entités. Donc ici, si je veux rajouter un client supplémentaire, je ne peux pas. D'accord? Donc ça, c'est le client. J'ai mis un montant, j'ai mis une date. Donc ça, c'est des attributs classiques. J'ai rattaché ça évidemment à des factures, on va voir. J'ai rattaché également à un contact. D'accord? Pour le reste, j'y arrive tout de suite. Donc, comment j'ai réussi à classer ça par mois? Alors, je vais vous montrer. Si je change de vue, c'est groupé par mois. Donc là, ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant visuellement déjà de voir un groupement par année et par mois. Et donc, c'est vachement bien parce qu'on peut voir la liste des ventes par mois. Donc, par exemple, là, avril, avec les montants. Donc, on a un total par mois, avec les différents statuts, d'accord, et les clients.
D'accord? Donc, cette vue-là, c'est simple. C'est un groupement par année, par mois. Donc là, vous pouvez me demander comment on était capable de créer ce mois-là, donc 4 2023. C'est très simple. C'est tout simplement une formule. D'accord? Donc, si je vais sur Edit Field, tout simplement, c'est la formule. Donc, le mois de la date, parce qu'on a mis une date à chaque vente, et l'année. Donc, on utilise la formule hier pour avoir le mois et la vente. Alors très bien. Alors, bon feedback, Jérôme. Moi, j'ai l'habitude de séparer opportunité et projet vente. Alors, c'est une bonne. J'entends très très bien. Mais je vais te montrer pourquoi. C'est quoi les avantages de l'approche que je propose. Et puis après, tu pourras juger ce qui est le mieux pour toi. Mais je comprends entièrement. Et comme j'ai dit, dans le design, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment en fonction de ce que nous, ce qui convient pour nous et pour nos process. D'accord? Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est vraiment de tout mettre dans la même table. Mais par contre, on va séparer la vente en différentes étapes. D'accord? Et la première étape, ça va être l'étape opportunité. Donc quand c'est une opportunité, ça veut dire que ce n'est pas une vente conclue, c'est une vente en process. Et ensuite, une fois que elle est signée, elle va passer en planned. Et ensuite, elle va passer à in progress. On va passer à livrer ou bien annuler si jamais c'est annulé. D'accord? Ça me permet, c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir une somme totale, la somme totale de tout mon pipe, que ce soit des ventes signées ou des ventes en process. D'accord? Donc ça, c'est un peu l'avantage. Mais je peux comprendre que ça peut gêner d'avoir ça dans la même table. Mais il y a une autre raison pour laquelle je mets ça dans la même table. C'est qu'aujourd'hui, il y a les interfaces. D'accord? Et même si, en termes de structure, vous avez décidé de mettre ça dans la même table, même si naturellement pour vous, ce n'est pas censé être la même entité, l'avantage, c'est que vous pouvez séparer les deux au niveau de l'interface. Donc j'en profite pour vous montrer ça maintenant, parce que je voulais montrer ça plutôt à la fin, mais pour répondre à Jérôme, je vais montrer ça. Regardez, là j'ai créé une petite interface sur cette base. Et regardez, j'ai créé une première page avec mes ventes. Donc dans ma page avec mes ventes ou projets, je vais avoir uniquement les projets qui sont avec un statut plan delivered ou in progress. J'enlève les opportunités et ce qui est annulé. Et j'ai créé une autre page avec les opportunités. Donc, la vente, ça va être plutôt du post-sale, donc du projet. D'accord? Et les opportunités, ça va être de la pré-vente, dans laquelle je vais avoir le statut de l'opportunité. Et on va parler tout de suite des events. Je vais en parler dans une minute. Mais en gros, voilà. Donc, on peut quand même splitter les deux dans l'interface, même si dans la base, c'est la même table. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Et donc, c'est une raison supplémentaire de faire attention à ne pas multiplier le nombre de tables si ce n'est pas réellement nécessaire. Voilà, Jérôme, j'espère que je t'ai donné une petite astuce. Donc, je reviens sur mon design. Il est 13h30, donc on a encore un tout petit peu de temps pour continuer un petit peu le design. Et après, on rentrera dans les détails de la structure et de la construction si jamais vous avez des questions. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Donc, je reprends. Donc, on a notre fameuse table vente qui est là. On a notre table client. D'accord? Donc là, j'ai créé une table client donc avec deux liens. Donc, ma table client, vous avez vu, j'ai séparé particulier et professionnel. Comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement, donc ici, on a le lien vente. Donc là, on va voir, par exemple, pour ce client, on va avoir temps de vente. D'accord? Je vais avoir un lien vers entreprise et un lien vers contact. Donc, comme notre design, donc le client, il a un lien vers entreprise et un lien vers contact. D'accord? Donc ici, on va voir ici, ça va être les entreprises, puisque c'est un lien vers entreprise, et vers contact. Donc, j'ai fait le choix, et je vais vous expliquer pourquoi, de toujours rattacher un contact au client. Même quand c'est un client professionnel, je vais rattacher un contact et un seul contact, pas plus. D'accord? Donc là, j'ai enlevé le linking to multiple record. Donc ici, là, le one-to-many, c'est pas ce que j'ai fait. Donc je le mets un petit peu de côté, ce lien. En fait, j'ai créé deux relations. J'ai créé deux relations
entre client et contact. D'accord? Et là, on rentre un petit peu dans la finesse de la chose. Donc là, c'est un one-to-one. J'ai créé 2 relations entre client et contact. D'accord? Pourquoi? J'ai créé ainsi un contact qui va être le contact principal. D'accord? Donc ici, le contact va représenter le client. D'accord? Et ici, ça va être représenté par la société, mais j'ai un seul contact. D'accord? Pourquoi? Ça va me permettre, déjà, naturellement, quand on a un client, généralement, on a un interlocuteur principal, et c'est important de l'avoir. Après, on va avoir des contacts secondaires. C'est pour ça que j'ai créé cette table. Contacts secondaires avec la possibilité de rajouter d'autres contacts. D'accord? C'est intéressant d'avoir. Mais le plus important, c'est d'avoir ce contact. Et en associant un seul contact à mon client, ça va me permettre également, grâce à un lookup, d'afficher un email. Et donc, quand on va chercher à identifier mes clients, je vais pouvoir les identifier de manière très simple avec une adresse mail. D'accord? Vous allez voir, j'espère un peu plus tard dans le process, pourquoi je vais l'utiliser. D'accord? Donc, pour l'instant, voilà comment j'ai construit la chose. Et donc, on a les montants et on a les totaux, etc. D'accord? Ensuite, on a la table contact. Donc, la table contact, c'est simple, hein, nom, prénom, email, pas de problème. Et j'ai créé, et j'y arrive dans une minute. Donc là, la table entreprise, très simple. Donc, une nom de liste d'entreprise associée à des clients, associée à des contacts. C'est tout simplement les liens symétriques. Donc, rien de spécial. J'ai créé une table event. Alors, pourquoi j'ai créé cette table event? La table event, c'est, encore une fois, c'est une proposition, c'est une manière que moi j'ai trouvé agréable et utile de créer. C'est pour gérer la prospection, d'accord? Ou ce qu'on appelle plus communément des leads. Donc les événements, c'est des leads, d'accord? Donc c'est quoi des leads? Donc les leads, c'est des gens, tout simplement des leads, c'est quelqu'un qui va venir sur votre site internet, va remplir un formulaire de contact. Il va faire une demande de devis. C'est quelqu'un qui va aller prendre un rendez-vous sur votre calendrier. D'accord? Donc, à chaque fois que quelqu'un va faire cette action, on va appeler ça un lead. D'accord? Mais le mot lead n'est pas assez exact parce que généralement, quand on entend lead, un lead, c'est quelqu'un qui. Un lead, c'est une catégorie de ce que j'appelle les événements. Un lead, c'est quelqu'un qui va aller pour la première fois faire une action et vous allez la première fois avoir ces informations. Donc c'est ça le lead dans la terminologie. Mais ça reste un seul type d'événement, puisqu'un lead, une personne va souvent faire plusieurs actions. D'accord? Donc là, par exemple, si je groupe par contact, et on se rend compte, et c'est ce qui arrive très souvent, que la même personne va faire plusieurs. Donc, c'est une personne qu'on va la rencontrer dans un salon, c'est une personne qui va aller s'inscrire au webinar, c'est une personne qui va aller rendre des bouquins, etc. Et c'est ce qui arrive naturellement dans tous les process marketing modernes. On est d'accord? Ouais, New Look, la barbe, oui, je sais. C'est la barbe. On m'a dit que ça m'allait bien, donc j'ai opté pour la barbe. Vous me donnerez du feedback à la fin, si je garde ou j'enlève. Et merci pour le message. Donc c'est ça un peu le principe. Donc une logique d'événement. D'accord? Et ça, c'est vachement intéressant parce que vous pouvez automatiquement, bien évidemment, alimenter cette table événement en connectant les formulaires de votre site internet et automatiquement créer des événements dans votre table événement. Et ça, c'est vachement utile. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre véritablement d'être très efficace dans votre activité commerciale. Pourquoi? Parce que en fonction du nombre d'événements et du type d'événements qui vont arriver, que va générer une personne, vous allez pouvoir lui attribuer entre guillemets un score et aller attaquer en premier, évidemment, les personnes qui ont fait beaucoup d'événements. Donc, vous mesurez l'intérêt des leads à votre offre grâce à cet outil de gestion d'événements. D'accord? C'est quelque chose qui se fait naturellement dans les outils marketing, d'accord, la gestion des événements. Sauf que je propose, et c'est ce que je fais et ce que je vous propose de faire, c'est d'intégrer ça directement sur votre Airtable parce que c'est de l'information qui est super, super pertinente, super importante d'avoir les informations directement sur votre base Airtable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va aller, et là je reviens sur mon interface, quand vous allez créer une interface opportunité, et ben là vous allez pouvoir classer vos opportunités en fonction de votre score. Et le score,
c'est en fonction du nombre d'événements. Et là, vous allez avoir à côté, tiens, regardez celui-ci, cette personne-là, regardez ce qu'il a fait comme événement. Là, tout de suite, la première personne que vous allez appeler le matin pour avancer, c'est cette personne-là, parce que vous voyez bien c'est un prospect chaud. Voilà, c'est un lead très chaud. D'accord? Alors que les autres, ils ont booké un rendez-vous, on l'a rencontré dans le salon, etc. D'accord? Donc voilà l'intérêt du concept de l'événement. D'accord? Donc ici, je vais rajouter juste la table d'événements qui nous manque. D'accord? Donc là, je vais juste switcher sur sur le RD final que j'ai construit avant de commencer. Donc finalement, là, le diagramme final, c'est celui-ci. Donc on va avoir vente, où on va avoir plusieurs factures pour la même vente, bien évidemment. Vente client, client entreprise. On va associer un contact avec un premier lien en contact principal, mais un autre lien également pour avoir des contacts secondaires, mais ce n'est pas très important. L'essentiel est d'avoir un contact principal. Et ensuite, on va avoir une logique d'événement, d'accord, qui va être associée à un contact. D'accord. Et l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un événement, on va, de manière automatique, et on le verra après, associer à un contact. Donc, dès qu'on a un événement, on va créer un contact sur notre base. Et à chaque fois qu'on va avoir un contact, on va être capable, pour chaque contact, de consulter les événements associés. Et c'est ça vraiment l'intérêt. Alors, Jérôme a écrit, je fais une table événement aussi avec dedans mes comptes rendus aussi lors des rendez-vous juste en call. Et ouais, Jérôme, tu as tout compris, exactement. C'est une très bonne idée. Ici, quand vous allez par exemple faire un call avec lui, vous allez faire un synthèse de call, vous allez rajouter ci dans l'événement. D'accord? Vous allez. Voilà. Donc, l'idée, c'est que toutes les actions faites relatives peuvent aller dans une table événement. On peut aussi faire le choix. Je l'ai fait, mais peut-être je le regrette un peu parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 tables, mais j'ai fait le choix dans un autre CRM que j'ai fait de faire une autre table pour gérer ce qu'on appelle les interactions. Donc, par exemple, je vais échanger des mails, des calls, etc. J'ai décidé de se mettre ça dans une autre table que j'ai appelée interaction pour séparer les événements qui sont extérieurs des interactions qui sont souvent initiées. Donc, j'ai fait le choix d'avoir les interactions dans une table et les événements dans une autre. Avec du recul, c'était pas nécessairement un bon choix. J'aurais pu très bien les intégrer directement dans une table événement. Donc, Jérôme, je pense que ton choix, il est bon. D'accord? D'accord. Donc là, on va voir évidemment les factures avec un statut. Donc ça, c'est facile. Les factures, assez simples. Donc, ces factures, par exemple, moi, j'ai fait le choix de connecter ça directement avec mon outil de facturation. D'accord? J'utilise Pennylane, qui est un outil qui a un API, mais utiliser n'importe quel outil qui a un API. Dès que je génère une facture dans mon outil de facturation, directement, ça va directement créer une facture ici. Je vais généralement associer à la vente à la main, parce que j'en ai pas beaucoup, mais si vous en avez beaucoup, il vaut mieux l'automatiser, avec un statut. Et là, c'est vachement pratique, puisque à partir du moment où vous avez un statut, si vous revenez sur la vente, vous avez ici, par exemple, voilà, pour chaque vente, ici, vous avez le statut ici de la facturation qui se met à jour automatiquement, évidemment, en fonction des factures. Ici, même le payer, pareil, on peut faire une automation. Dès que la facture est payée, on va venir mettre à jour la statut de la facture. Et à ce moment-là, tout se met automatiquement à jour. D'accord? Donc voilà la table, voilà la structure. C'est une structure qui est finalement simple. Il n'y a pas beaucoup de tables. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables. D'accord? Évidemment, on peut rajouter encore plein de choses autour, mais on va dire que si on doit faire le strict minimum, avoir le MVP d'un SCRM, voilà, je pense que ça peut être utile pour vous. N'hésitez pas à prendre un screenshot si vous avez besoin. De toute façon, le lien, l'émission est enregistrée, vous pourrez voir le replay si besoin. Si vous avez des questions, évidemment, vous continuez à m'en poser, j'arrêterai pour vous répondre. Et je vais utiliser les petites 10 dernières minutes pour parler plus de process. D'accord? Donc, et parler, quand je dis process, je parle process / automation. D'accord? Donc, lorsqu'on va créer une solution, d'accord, comme lorsqu'on va créer un outil comme un CRM, il y a évidemment le diagramme entité relation, le RD, c'est celui qu'on a construit ensemble, qui est vraiment la première étape. D'accord? Vous avez vu à quel point c'est important, parce qu'il y a une vraie réflexion à faire sur quelles sont les entités que j'ai besoin. Peut-être que je vais rajouter des tables qui ne servent à rien. Et puis je vais rajouter des tables, et puis je vais rajouter la complexité, ça va être difficile à gérer. Donc, et le fait d'avoir ce diagramme-là,
ça vous aide parce que des fois, vous ne comprenez plus très bien pourquoi cette relation est là, pourquoi ce champ est là, pourquoi ce lien est là. En revenant sur ce diagramme, vous allez tout de suite comprendre. D'ailleurs, ce que je fais généralement, je prends le lien. Ça, c'est la petite best practice que je vous recommande. Et là, je vais faire ici. Je vais mettre là. Je vais mettre ERD. Je vais mettre le lien entre parenthèses. Voilà. Et quand je vais revenir ici, boum, j'ai le lien directement vers l'ERD. Petite astuce. D'accord ? OK, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une fois qu'on a créé la structure de la base, il faut définir les process. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle le data modeling dans le process de création d'un système d'information de manière générale. Et la deuxième étape, le deuxième document qu'on va créer généralement pour vous ou pour vos clients si vous faites de la presta, c'est ce qu'on appelle donc le data modeling et ce qu'on appelle aussi le process engineering. Donc l'ingénierie du process, c'est comment on va créer le process le plus simple, le plus fluide, le plus adapté aux besoins. D'accord ? Donc le document pour le data modeling, c'est le diagramme d'entité-relation, le RD, et le document dans le cadre du process engineering, c'est ce qu'on appelle le flowchart. D'accord ? Donc là, je l'ai créé pour faire gagner du temps, je ne voulais pas le créer en même temps. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est un flowchart simplifié avec, j'ai mis en place 3 process, mais pour vous montrer la chose. Donc là, par exemple, si je devais vous présenter, pour quand on va présenter à un client ou un collègue les process, c'est vachement mieux de présenter ça que de présenter une liste d'automation sur Airtable incompréhensible. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc là, pour vous montrer un petit peu les process que j'ai mis en place, j'en ai mis 3. Donc premièrement, le premier que j'ai mis en place, c'est le process. Donc c'est le process où on appelle automation, mais le process, c'est une manière de dire, c'est un process qui n'est pas nécessairement automatisé. D'accord ? Donc là, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une couleur différente quand c'est un process automatisé. Donc là, par exemple, quand c'est blanc, c'est automatisé par défaut. Si c'est un process manuel, je vais par exemple le mettre en bleu. Donc, c'est un process manuel. Donc là, c'est blanc, c'est automatisé. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel événement, imaginons quelqu'un remplit mon formulaire de contact sur mon site internet. C'est un événement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Zapier pour connecter cet outil. Moi, j'utilise Tally, qui est un très bon outil de formulaire, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Et on va utiliser avec Zapier, on va créer automatiquement un événement, d'accord, où quelqu'un prend rendez-vous Calendly, typiquement. D'accord ? Donc, on va régler rendez-vous booké. Automatiquement, j'ai récupéré le type, j'ai récupéré l'email, j'ai récupéré la date. D'accord ? OK ? Donc, ensuite, pardon, hop. Une fois que j'ai récupéré l'événement, je vais automatiquement créer un contact. Alors, pas le créer nécessairement, je vais faire ce qu'on appelle find or create. D'abord, je vais rechercher si son contact existe. Pour identifier un contact de manière certaine, je vais utiliser un identifiant qui est l'email. Généralement, l'email, c'est l'identifiant, le primary key que je vais utiliser pour identifier mes contacts. S'il existe, je vais le rattacher. S'il n'existe pas, je vais le créer et le rattacher à l'événement. D'accord ? OK ? Et ensuite, je vais rajouter un événement qui va me dire, est-ce que l'événement est de type rendez-vous ? Donc, en fonction du type d'événement que je vais considérer comme événement important, qui clairement manifeste de l'intérêt du prospect pour mon offre, à ce moment-là, je vais créer une opportunité. Une opportunité, c'est-à-dire créer un record dans la table vente avec le statut opportunité. Donc là, par exemple, je vais définir que si quelqu'un prend rendez-vous avec moi sur mon Calendly, ça veut dire que son niveau d'intérêt est très élevé. Donc automatiquement, je vais créer une opportunité pour mon équipe commerciale. D'accord ? Donc si oui, je vais cocher la case créer une opportunité. D'accord ? Donc ça, c'est ce que j'ai choisi. Je vais cocher la case créer une opportunité. Donc c'est un checkbox que j'ai créé. D'accord ? Et ce checkbox, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire ? Il va me permettre de lancer un autre process qui s'appelle créer une opportunité. D'accord ? Créer une opportunité, c'est quoi ? D'accord ? Quand je coche la case sur l'événement, d'accord ? Ben, je vais tout d'abord créer un client. D'accord ? Et création d'une opportunité rattachée au client. Alors, là, je précise, find or create, bien sûr, évidemment. On ne va pas créer un client. On va vérifier d'abord si le client existe déjà, avant
de le créer, bien évidemment. Et ensuite, on va créer une opportunité rattachée au client. Alors, pourquoi, il faut me poser la question, j'anticipe peut-être une question, pourquoi avoir créé 2 process séparés? Pourquoi avoir créé 2 automations séparées? Pourquoi ne pas avoir créé dans une même automation la création d'opportunités? Pourquoi être passé par cette case à cocher? Bah, tout simplement pour permettre aussi la création manuelle. Donc, je veux que lorsque c'est un rendez-vous booké, automatiquement, ça convertit en opportunité. Mais si je fais un call et que je note le call et je sens qu'au call, la personne est très, très chaude, bah, je vais moi-même cliquer sur convertir en opportunité. Je vais convertir en opportunité et donc ça va me permettre de créer l'opportunité et le client s'il n'existe pas. OK, on va voir ça tout de suite dans les automations, comment j'ai construit les automations. Mais le plus important, c'est comprendre le process plutôt que les automations eux-mêmes qui ne sont pas très compliqués à faire. D'accord? Je regarde l'heure, il nous reste 10 minutes, mais on va bientôt finir. Et enfin, le dernier process, là, c'est par contre du post-sale très simple, ce que je vais expliquer. Une nouvelle facture. On va créer un record facture, tout simplement. Et éventuellement, on va essayer, si possible, de rattacher la facture à la vente. Mais ça, c'est vraiment ce que j'appellerais du nice to have. C'est seulement si vous faites vraiment du volume que ça fait intéresser. Moi, j'aime bien aller manuellement vérifier qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ça, c'est bien quand on a 1, 2, 3 factures par mois, 4 factures par mois. Quand on a 150, là, évidemment, il vaut mieux trouver un process pour le faire. D'accord? Donc, voilà comment je crée le flowchart. Voilà comment je présente mes process. Évidemment, c'est simple. Hein, c'est un process simple. Si ça se complexifie, évidemment, le flowchart n'aura pas la même tête. Mais si déjà vous avez ça, ça va vous aider énormément. Surtout, dans quelques mois, vous allez retrouver des bugs dans Automation. Vous allez plus vous savoir pourquoi telle automation fait quoi et quel intérêt et comment les choses sont reliées. C'est toujours bien d'avoir cette documentation. D'accord? Je finis par très rapidement passer sur les automations que j'ai fait et puis ça vous donnera un petit peu une vue globale de la solution qui est créée. Et évidemment, vous n'hésitez pas à continuer à me poser des questions si vous en avez besoin. Donc, pour finir très rapidement, donc les interfaces, donc on l'a vu, donc les interfaces très simples, hein, donc tableau de bord, bon, l'interface toujours la partie facile. En gros, j'ai créé un filtre où on va pouvoir voir un statut des ventes. Donc là, j'aurai un tableau de bord par mois avec le montant. D'accord? Là, je vais avoir un dashboard par client, très facile. Et ici, on va me compter le nombre d'opportunités. Et j'ai créé un filtre. Par exemple, si je veux dire, voilà, je veux voir le tableau de bord pour ce client en particulier, et je veux voir exactement les montants que j'ai fait avec lui et le statut par client. D'accord? Je peux aussi faire statut livré, donc le statut délivré. Donc ça, c'est de l'interface. C'est pas très très difficile. D'accord? Je reviens. Ce qui m'intéresse plus, c'est les automations. Alors, j'ai pas eu le temps de toutes les faire, mais on va juste vous montrer celle qui est de convertir un événement à une opportunité. D'accord? Donc, en gros, c'est que quand quand le convertir en opportunité est coché, d'accord, on va créer une vente en statut opportunité. Ensuite, on va faire le find or create. Donc, comment on va faire le find or create? On va aller faire un find. On va vérifier si le client existe déjà. Je vais aller dans la table client. Et comment je vais vérifier si le client existe déjà? Je vais vérifier si l'email contient l'email de l'action. D'accord? Donc, l'email qui a été enregistré pour le client, je vais vérifier si le champ email. Donc, on se demandait au début pourquoi j'ai absolument voulu rattacher un contact unique avec un client pour avoir, comme je vous ai dit, une adresse mail, pour pouvoir associer un identifiant. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Aussi, pour pouvoir me créer un identifiant du client. Donc, l'identifiant du client, c'est l'adresse mail. Donc, ici, grâce à ça, je suis capable de savoir avec certitude que les clients existent ou n'existent pas. Donc, je vais faire une recherche. Si le client existe, si on trouve ici le client, c'est bon, ça veut dire qu'il existe. Donc, s'il existe, on ne va pas créer un doublon. Donc, si le nombre de records que j'ai trouvé dans mon find, il est égal à 1, alors je vais prendre la vente et je vais rattacher le client à la vente. Terminé. Si, par contre, je n'ai pas trouvé, donc si j'ai rien trouvé dans ma recherche, dans ce moment-là, je vais créer le client. Je vais créer un nouveau record dans la table client qui n'existait pas. Je
je vais rattacher la vente que j'ai créée à l'étape précédente. Et évidemment, je vais rattacher aussi le contact qui a été rattaché à l'événement. Donc, vous vous rappelez, je vérifie que le contact n'est pas vide puisque le contact, eh bien, à chaque fois que j'ai un événement, je vais rattacher un contact. Donc ça, c'est l'automation que vous ne voyez pas, que j'aurais dû faire, mais c'est ça le principe. Dès que j'ai un événement, je vais vérifier si le contact existe déjà grâce à mon adresse mail. S'il n'existe pas, je le crée. S'il existe déjà, je ne le crée pas. Mais dans tous les cas, je le rattache à un événement. Donc, j'ai toujours un événement rattaché à un contact. Et grâce à cette automation, de convertir en opportunité, je vais être capable, en un clic, de créer ma vente, de créer mon client dans mon CRM plutôt que de faire du travail manuel. Donc, l'idée de convertir en opportunité, c'est un processus qui est un peu classique dans les CRM. Généralement, les CRM le font. Par exemple, des CRM comme Salesforce, il y a déjà un bouton pour le faire. Là, on l'a recréé ensemble, exactement comme vous avez envie de le faire, exactement adapté à nos process. Et c'est ça, évidemment, la beauté d'Airtable, c'est qu'on adapte, on crée. Des fois, c'est pas très facile, mais on adapte nos process, on construit la solution exactement, on fait en sorte que la solution s'adapte à nous et on n'a pas besoin de nous de s'adapter à la solution. Et c'est ça un peu la beauté d'Airtable et du no-code, évidemment, de manière générale. Je vais en profiter pour conclure. Il nous reste juste 3 minutes, peut-être prendre des dernières questions et pour conclure. Donc, comme je l'ai dit, je vous invite vraiment, pour ceux qui s'intéressent à Airtable, d'apprendre et de renforcer vos compétences sur Airtable. Vous allez voir, vous allez être capable de créer des choses comme ça et même encore plus poussées. Si vous avez envie vraiment d'apprendre et de faire une formation sur Airtable de manière poussée pour devenir un vrai professionnel d'Airtable, que ce soit pour vos propres clients si vous êtes consultant ou si vous êtes entrepreneur pour votre propre entreprise ou si même si vous êtes employé pour être capable de créer des solutions en interne, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter. Vous tapez Bootcamp Airtable et on a une session qui démarre le 27 mars et vous trouverez toutes les infos et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, ça c'était la petite parenthèse publicité. J'en profite pour voir si vous avez des questions. Jérôme, merci beaucoup pour ton message et tes questions. Je vous laisse encore une petite minute s'il y a d'autres questions ou si vous voulez juste dire salut. Voilà, donc très bien. Bon, pas de questions. Bah, très bien, je vois que vous êtes encore 13 sur le live. Donc, s'il n'y a pas de questions, écoute, je vais tout simplement conclure. Et n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver sur le Slack No Code France si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Merci Eric, merci Jérôme, merci à tout le monde. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre patience. J'espère que vous avez appris quand même 2-3 trucs. Et je vous dis, à dans un mois pour une prochaine émission Building Public. Je vous dis ciao.